Bonjour tout le monde. Je m'appelle Judith Charret, je suis directrice de la Cité à Toronto. J'ai la chance d'être en compagnie de Mélanie Roy. Bonjour Mélanie. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Bonjour, bonjour. Si vous ne le saviez pas, le projet des webinaires Parcours et Détours, c'est un projet qui dure depuis 2 ans. Et ça nous permet d'avoir un moment privilégié avec des professionnels de divers domaines. Si vous allez sur le site Parcours et Détours, vous pourrez rencontrer des professionnels qu'on a déjà rencontrés dans le passé. Si vous avez des questions, alors à n'importe quel moment, vous pouvez, par la fenêtre du chat, Sébastien est là et vous pouvez poser vos questions et en direct, on va les transmettre à Mélanie qui va pouvoir répondre à vos questions. Alors, Mélanie, si vous avez eu la chance de voir la vidéo, vous avez une petite idée de son domaine professionnel, on va avoir la chance d'en jaser avec elle, puis de comprendre ce qui la motive, ce qui la passionne. Alors, bonjour Mélanie. Bonjour, bonjour. Ça fait plaisir d'être ici. Merci. Alors là, on a des élèves d'un peu partout qui sont branchés, et qui vont certainement avoir des questions pour toi, mais moi, j'en ai. Parfait. Alors, j'aimerais ça que tu me dises un peu ce que tu fais. Alors, on sait que tu es chez Speaker Spotlight. Qu'est-ce que ça fait, Speaker Spotlight? Qu'est-ce que ça fait? Speaker Spotlight, c'est une agence de conférenciers, de célébrités, de comédiens. Et puis, on est une agence qui travaille avec de multiples clients à travers le Canada, l'Amérique du Nord et à travers le monde. Et puis, ces clients-là, ils embauchent des conférenciers, des animateurs, des comédiens pour leurs conférences. Alors, on est une agence qui représente environ 400 conférenciers, célébrités. Et puis, ces clients-là nous contactent pour pouvoir embaucher ces conférenciers-là pour leur événement. Alors, moi, ce que je fais, je suis à Speaker Spotlight depuis environ 14 ans. Et puis, ce que je fais en ce moment, c'est que je suis genre manager d'une quinzaine de célébrités. Et puis, ma journée change à chaque jour. Je planifie genre le déplacement, les vols pour les conférenciers. J'organise un calendrier. Je négocie des contrats car ces conférenciers-là se font payer pour leur temps et pour leur conférence. Et puis ensuite, je fais aussi un peu de relations publiques. J'organise des entrevues médias. Alors, à chaque jour, ça change. C'est ça que j'aime. C'est un emploi qui est très... donc, qui demande beaucoup d'heures, qui demande beaucoup de patience et puis d'organisation. Alors voilà, j'espère que j'ai bien résumé. Oui, super bien. OK, fait que là, toi, tu as des conférenciers qui sont comme dans ton écurie, si tu veux, hein, c'est ça. Et là, ces conférenciers-là, toi, tu travailles avec des gens qui organisent des grands événements, des conférences. Alors, ils sont appelés à aller où, ces gens-là? Qu'est-ce que tu as ça se passe juste à Toronto ou ça se passe partout? Ça se passe, il y a des conférences à Toronto, il y en a qui sont à Vancouver, il y en a qui sont au Texas, il y en a qui sont en Australie. Alors, moi, ce que je fais, mais je peux peut-être expliquer un peu comment ça fonctionne du début à la fin d'un événement. Donc, un client qui nous contacte, qui veut embaucher une telle célébrité, genre comme Margaret Trudeau, qui est la mère de notre premier ministre. Donc, ils veulent l'embaucher pour une conférence sur la santé mentale, car elle est une conférencière sur ce sujet-là. Donc, moi, je travaille avec mes collègues, puis mes collègues travaillent avec le client. Puis, je négocie avec mes collègues le tarif, je négocie les termes, le déplacement et tout, qui va être mis sur un contrat. Une fois que tous les 3 parties ont signé, alors notre agence, le conférencier et puis le client, là, on commence à organiser, dépendant si la date arrive bientôt ou arrive dans un an. Donc, on commence à travailler sur les détails de logistique. Alors, on commence à travailler sur l'horaire avec le client et le conférencier. Mais moi, je m'occupe seulement de la communication entre mes collègues et les conférenciers. Mes collègues, eux, s'occupent seulement de la communication avec leurs clients. Et puis, moi, ce que je fais, c'est ça, je négocie toutes sortes de choses avec eux. Je veux être sûre que le conférencier soit heureux, soit toutes leurs demandes soient, disons, j'oublie le mot, mais tout leur demande. C'est ça, qu'on réponde à leurs demandes. Okay. Et puis, le plus que je travaille avec ces conférenciers-là, il y en a qui ça fait 10 ans que je travaille avec eux, il y en a qui ça fait quelques mois. Ce que j'essaie de créer, c'est une relation avec eux. Puis le plus qu'ils ont confiance en moi, le plus que je peux répondre pour eux. Alors, je peux prendre des décisions pour eux. Puis ça facilite la communication avec mes collègues, puis ensuite, ils peuvent répondre à leurs clients beaucoup plus vite.
C'est quoi la chose qui est la plus fun ou la plus motivante dans ton travail? Quand j'assiste à des conférences, j'ai la chance de voir, d'entendre leurs discours. Puis ces discours-là, je vois vraiment l'impact qu'ils ont sur l'auditoire. Que ce soit un discours de santé mentale, que ce soit un discours de motivation, un discours genre sportif ou quoi, il y a toujours le regard des gens dans l'auditoire, puis de voir soit qu'ils sont donc qui pleurent, qui rient, les commentaires à la fin de ces conférences-là. Puis quand je suis là, puis je peux voir l'énergie que ça donne, et puis ça change vraiment la vie de pas de tout le monde, mais de certaines personnes dans l'auditoire à chaque événement. Puis je trouve que c'est ça qui est le plus comblant dans mon domaine de travail. Je trouve que c'est ça, c'est vraiment mon aspect, mais pas on, mais notre agence, on veut mettre le bon conférencier en avant de la bonne auditoire pour pouvoir, espérons, pas changer leur vie, mais changer quelque chose. Les motiver, leur donner genre soit une passion à la vie, peut-être ça peut leur donner une manière de résoudre un problème. Mais il y a toujours des commentaires positifs. Puis ça, je trouve à la fin, on a bien fait notre job. Tu veux que les gens repartent avec quelque chose, que toi, tu sens que tu as fait ce que tu avais à faire. Bon. Qu'est-ce que ça prend pour faire quelque chose comme ce que tu fais? Ça prend beaucoup d'organisation, beaucoup de passion aussi, j'adore ce que je fais. Beaucoup de patience. Je travaille avec des conférenciers qui sont très difficiles, qui ont des tempéraments et qui sont très occupés. Alors, ça m'a pris des années à développer genre une peau épaisse, comme on dit, là, pour pouvoir résoudre des problèmes assez difficiles parfois. Puis, je travaille avec du monde qui sont bipolaires, qui sont chauds, froids, donc de jour en jour, alors de pouvoir vraiment les accommoder. Puis être sûr qu'arriver à la journée de l'événement, ils sont bien dans leur peau. Puis ils vont bien. Alors, ça prend beaucoup de passion, ça prend beaucoup de patience. Puis je trouve que c'est vraiment, d'année en année, je deviens de plus en plus confortable dans mon domaine. Et puis, c'est de l'expérience. Alors, vraiment, quand j'ai commencé il y a 14 ans, je n'avais pas d'expérience, j'étais gênée. Et puis, c'est vraiment ces conférenciers-là, puis mes collègues qui m'ont vraiment aidée, puis qui m'ont donné, ils ont eu confiance en moi, puis qui m'ont vraiment dit, Mélanie, vas-y, lance-toi là-dedans. C'est vraiment bonne à créer des relations, à écouter sur nos affaires. C'est vraiment de bien écouter, puis de pouvoir ensuite résoudre un problème. Ça, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. J'apprends ça d'année en année, c'est pas tout le monde qui ont c'est pas vraiment un talent, je sais pas c'est quoi, mais c'est vraiment c'est certainement une compétence. Une compétence, voilà. Fait que quand tu es arrivé chez Speaker Spotlight, tu n'es pas arrivé dans ce rôle-là, tu es arrivé dans un autre rôle. Un rôle de logistique. Alors, c'était vraiment tout ce que je faisais, c'est j'arrangeais les déplacements, les vols, puis j'organisais tous les détails pour mettre, genre, on a un formulaire qu'on donne 1 ou 2 semaines avant l'événement avec tous les détails. Donc, les numéros de téléphone, les organisateurs, la cédule, l'agenda de la journée, l'adresse de l'événement, tous les vols, l'hôtel, les taxis, tout est mis sur un formulaire. C'est ça que je faisais pour quelques années. Ça prend un souci du détail, un mauvais numéro de téléphone, une mauvaise heure, une mauvaise date de réservation d'avion. Tout change. Ça arrive, même 14 ans plus tard, ça arrive que ce soit moi, que ce soit mes collègues, que ce soit les clients. Ça arrive pas souvent, peut-être moins de 5% des événements, mais ça arrive. Puis quand ça arrive, il faut que je pense vite là, comme sur mes patins, comme on dit l'expression, il faut vraiment que je résous le problème tout de suite. Il n'y a pas de temps, on n'a pas de temps d'attendre. Si on n'a pas la bonne adresse, puis le conférencier s'en va à la mauvaise adresse, il faut vraiment là, comme résoudre le problème tout de suite. Puis le client va leur dire que le conférencier est en route, qu'il va être en retard. Alors, c'est des choses comme ça mais il faut très détailler. OK. Fait que ça te prend beaucoup de compétences interpersonnelles parce que tu ne peux pas juste annoncer une mauvaise nouvelle. Non, il faut vraiment, ça, faut délivrer, disons, la nouvelle de enrobé de watts un peu. Oui, absolument. L'opposé aussi, quand il y a un client qui dit on annule l'événement ou je sais pas, on change quelque chose à la dernière minute, on change d'heure. Là, le conférencier, ça se peut qu'eux, ils ont un horaire chargé puis ils n'ont peut-être pas la chance
de le faire, mais ils veulent être payés pour leur temps. Alors, c'est vraiment d'organiser, de négocier. Comment est-ce qu'on peut rendre le conférencier heureux et le client aussi. OK. Alors, c'est vraiment là que mon tirer les deux bords. Oui, parce que tu veux que tout le monde soit heureux. Oui, et toi, tu as un peu le rôle d'intermédiaire dans le temps. C'est ça. Mais je m'occupe plus du conférencier que du client, puis mes collègues, eux, s'occupent du client. Ouais. Est-ce qu'on a des questions, Sébastien? Une question. Oui. Donc, la question, c'est pouvez-vous nous donner quelques détails concernant les activités de relations publiques que vous pratiquez? Oh. J'ai un peu tombé, j'ai tombé dans ce rôle-là un peu à l'université. J'ai pas pris des cours tels quels, mais j'ai appris un petit peu comment communiquer avec les médias. J'ai appris, j'ai eu la chance d'organiser des événements, puis on a pu communiquer avec les médias. Mais j'ai vraiment appris ça dans les dernières années. J'ai vraiment été lancée là-dedans quand j'ai organisé des grosses entrevues avec des magazines comme Harper's Bazaar, Vanity Fair, aussi les médias du Canada, National Post, Globe and Mail, puis CTV, tout. Puis vraiment, c'est comme tu as mentionné avant, c'est vraiment un talent interpersonnel. Tu as vraiment besoin de bien communiquer, d'écouter, puis de donner aux médias. Donc, vraiment, bon, je peux dire ça, je perds les mots, mais vraiment de leur donner juste des contraintes, c'est ça qu'on dit, que les conférenciers ont besoin. Alors, si j'ai quelqu'un comme Margaret Trudeau qui a une entrevue, j'ai besoin de communiquer, premièrement, ce qu'elle ne veut pas parler, ce qu'elle veut parler, puis aussi de donner un temps. Elle peut être là 3 minutes, 30 minutes, 1 heure. Et puis, c'est vraiment de remettre ça à Margaret, d'avoir une conversation avec elle pour dire, bon, OK, je veux dire, on a tel média qui veut 3 minutes d'entrevue, voici les questions, voici qu'ils veulent te demander. Puis, c'est vraiment ensuite de remédier ça ou de recommuniquer ça avec les médias. Mais vraiment, là, c'est d'écouter, c'est de poser des bonnes questions. Et puis, aussi d'être, moi, je veux protéger le talent, protéger les conférenciers. Alors, c'est vraiment de communiquer ce qu'on veut, ce que les médias ont le droit de dire et ce qu'ils n'ont pas le droit de dire. Ça, c'est intéressant avec ton objectif, c'est de protéger les gens que tu représentes, quelque part, c'est ça. Puis s'assurer qu'ils sont dans les meilleures conditions. Quelles sont les choses duquel, là, tu les protèges pour être sûr qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin, mais est-ce qu'il y a des choses, des fois, plus difficiles à négocier ou bien tu as comme des défis là, mettre ces barrières-là ou ces limites? Les défis, genre, comme en médias pour les entrevues, ces défis-là, c'est plutôt, j'ai pas le contrôle à 100%. Tout ce que je peux faire, c'est communiquer, disons, certains termes, mais à la fin du compte, quand on est là, c'est une entrevue qui est live. Parfois, on a déjà eu des moments où des questions ont été posées que le talent ne voulait pas répondre. Par contre, le talent et la plupart du talent avec qui je travaille sont entraînés pour parler aux médias. Donc, ils savent déjà que moi, je les entraîne parfois pour leur dire, bon, s'ils posent cette question, réponds comme ça. Ils ne répondent pas, ou peut-être passe à une autre question. Mais ça a déjà arrivé, puis malheureusement, je n'ai pas la chance de tout contrôler. Non, c'est ça. Ouais. J'aimerais ça que tu me parles quand on te présente un nouveau talent, parce qu'il y a des gens qui travaillent depuis longtemps, donc ça veut dire que s'ils te gardent, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se développe, une confiance et tout. Et quand on te présente un nouveau talent, comment ça se passe à Speaker Spotlight? Ils ont comme quelqu'un de nouveau dans leur écurie. Ouais. Puis là, comment ça se passe pour qu'ils se retrouvent dans ta gang à toi? C'est notre président, souvent, qui va prendre la décision. Si on signe avec un conférencier qui soit c'est une grosse célébrité, c'est un nom très connu, un conférencier qui est très occupé, puis qui n'a pas de secrétaire, qui n'a pas d'agent, qui n'a rien, ou un conférencier qui est très difficile, qui a une personnalité assez, disons, un peu... je sais pas, c'est ça, difficile. Il va penser à moi, parce que ça fait un bon 10 ans que je fais ça aussi, puis je suis avec la compagnie depuis 14 ans.
Puis lui a confiance en moi. Puis il sait que j'ai beaucoup de talent de pouvoir communiquer avec ces personnes-là. Okay. Et puis de leur... au bout du compte, il sait que je suis capable des... Il se sent spécial. C'est ça, je trouve. Okay. Les commentaires que je reçois, c'est qu'ils se sentent spécial, ils se sentent comme si c'est seuls eux au monde. Puis j'ai vraiment comme un talent des mettre là, dans cette bulle-là. Mm-hmm. C'est ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de quelqu'un qui leur dit ça va, je vais m'en occuper. Et puis, alors, c'est notre président ici que j'ai ce talent-là de pouvoir comme tout communiquer avec eux puis des rendre spéciales. Ouais. Puis ce que j'allais puis après ça, la prochaine étape, c'est j'ai un appel avec eux où je les rencontre en personne, puis on a une conversation au moins d'1 heure ou 2, puis je vais à travers tous les détails. Ce qu'ils aiment pas, que ça part avec leurs déplacements, les horaires, ce qu'ils veulent que je mette dans leur calendrier, s'ils veulent que je vienne aux événements avec eux ou non. Puis là, on commence cette conversation initiale, puis ensuite, le plus d'événements que j'ai avec eux, j'ai plus de chance à être là, soit en personne, si les événements sont à Toronto, sinon, ben, je suis pas là, mais je communique avec eux, puis on apprend c'est ça, au fur et à mesure que le plus d'événements que j'ai avec eux, le plus que notre relation devient de plus en plus proche. Il faut vraiment que tu les aimes, là, tes clients. Je veux dire, il y a quelque chose qui se passe. Tu ne dois pas les aimer tout égal, mais il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de... Mais j'essaie de trouver quelque chose en commun. C'est ça que j'essaie de faire. Okay. Que j'ai. Que ce soit si c'est un conférencier qui est francophone, québécois, ben là, on a déjà cette connexion immédiate. Okay. Puis, je trouve que la plupart des francophones, que je rencontre, on a confiance en nous-mêmes. Il y a quelque chose d'un coup, tu viens de... Tu es allé à l'école française, ou tu parles français, ou tu es né à Toronto, mais de parents francophones, il y a cette connexion immédiate. Donc, si j'ai des conférenciers avec qui je travaille, qu'on a ça en commun, c'est une chose de fait, il y a un lien. Si c'est pas ça, c'est souvent, on va parler des choses qu'on aime faire, que ce soit quelque chose de personnel, comme c'est dans la cuisine ou quoi, on aime aller dans des restaurants, on aime voyager ou quoi. Alors, j'essaie de trouver un lien commun, puis on commence cette relation-là ensemble. Puis ensuite, là, on peut continuer. Donc, ça, tu me parles un peu de ce que ça t'a donné dans ta carrière, parce que tu es quand même à la fin de ta carrière. Donc, tu es dans... Je suis en milieu. Qu'est-ce que ça t'a donné? Là, tu l'as abordé un peu, mais cet aspect-là de cette compétence-là de bilinguisme, que tu pouvais fonctionner en français et en anglais aussi bien dans l'une langue que dans l'autre. Oui, mais je trouve que ça m'a vraiment aidé, puisqu'au bureau, on est un groupe en ce moment de 35 personnes, c'est une agence de 35 employés. Je suis la seule qui parle français. Quand j'ai commencé, on était 8 employés. Oui. On a grossi, mais même depuis ce temps-là, il n'y a personne qui a été embauché qui parle français. Alors, je suis la seule bilingue, je suis la seule qui peut répondre. On a parfois, c'est ça, des questions ou des clients qui nous appellent qui sont en français seulement. Alors, j'ai la chance, on peut les aider, de traduire un petit peu. Mais pas juste ça, je trouve. J'assiste à beaucoup d'événements, soit à Toronto, où je voyage un petit peu aussi. Puis, une fois que, disons, j'ai la chance de rencontrer du monde qui sont francophones, comme j'ai dit, on a une connexion immédiate, on a la chance de créer une relation spéciale. J'ai réalisé ça d'année en année avec des conférenciers comme Justin Trudeau, avec qui j'ai travaillé longtemps avant qu'il se relance en politique. Je pense que c'est vraiment le fait que je suis francophone, que je parle français, que notre président m'a dit, bon, ben, Justin, il y a besoin de quelqu'un qui gère toutes ces conférences. Il y en avait 60 à 80 par année. Ouais. Il y avait personne qui s'occupait de lui, sauf nous, notre agence. Donc, j'ai vraiment eu la chance de tout gérer pour lui. Puis, je l'ai fait en français et en anglais, parce que je suis bilingue. Puis, j'ai vraiment pu avoir confiance de pouvoir communiquer en français avec lui. Puis là, on a rajouté d'autres conférenciers qui sont bilingues aussi, comme Joanie Rochette, qu'on connaît très bien, patineuse artistique. Puis aussi, je travaille avec un conférencier qui s'appelle Justin Kingsley, franco-ontarien d'Ottawa, il habite à Montréal, mais c'est quelqu'un, encore, on a eu une connexion immédiate la minute qu'on s'est rencontrés, puis mon président, il a dit, non, Mélanie, il faut que tu t'occupes de lui. Il faut absolument que tu t'occupes de lui, parce que c'est quelqu'un d'assez
Donc, qui a besoin de toi. Qui a besoin de toi, puis le fait que tu parles français, ça va vraiment comme le rendre confortable, tu sais, dans son rôle, Fait que ça a vraiment une valeur ajoutée dans oui. le cheminement. En fait. Mais ça m'a pris, je pense, des années à le réaliser, mais ça a toujours été là. C'est juste, je pense, peut-être le plus de monde que j'ai rencontré à travers les années. Puis les gens me le disent aussi. Les gens des anglophones me disent que c'est un atout. Puis je trouve, là, je suis dans ma trentaine avancée, mais là, même dans ma vingtaine, les gens me disent que c'est un atout de pouvoir parler en français. Puis je le réalise maintenant dans ma trentaine. J'aurais aimé le réaliser le longtemps. Pour le mettre en valeur avant. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions, Sébastien? Oui, en fait, on a deux relativement différentes. OK. Mais la première, c'est aviez-vous décidé au secondaire que c'était ce genre de métier que vous souhaitiez faire? Ah, non! J'ai étudié en communication de la mode. Alors, au secondaire, j'aimais ça les arts. Je voulais me lancer dans les arts. Alors, pour mon poste à l'université, j'ai étudié en mode, qui est un peu un programme très créatif. J'ai fait un peu d'art, de communication, mais je me suis vraiment lancée en communication. Puis ça a été, j'ai été chanceuse. J'ai une amie qui a rencontré notre président l'été que j'ai gradué de l'université. Puis elle m'a trouvé cet emploi-là. Puis j'ai dit oui, je voulais me lancer là-dedans parce que je voulais trouver quelque chose en communication. Alors vraiment, je suis dans le domaine d'événements de communication. Je ne suis pas dans le domaine de mode, c'est pas créatif. Par contre, j'ai pris mon côté créatif. Je suis encore créative, en dehors du travail, mais j'ai pris ce côté-là pour résoudre des problèmes. Je trouve d'avoir le côté créatif, ça aide beaucoup à résoudre des problèmes. Alors, je prends cet atout-là que j'ai appris à l'élémentaire, au secondaire. Je suis très artistique, comme j'ai mentionné, mais je ne savais pas que j'allais me lancer dans ce domaine. Je trouve que c'est ça qui est assez spécial. C'est vraiment de se lancer comme au secondaire, je trouve on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, mais il faut vraiment poser des questions, rencontrer du monde. Et puis, j'ai pu trouver ce domaine de communication de mode dans un University Fair. Je suis allée voir, il y avait plein d'universités, puis je suis allée parler à du monde. Je ne savais pas que ça existait, ce programme-là. Et puis, quand j'ai eu la chance quelqu'un m'en a parlé, je me suis dit, c'est un programme artistique, mais aussi ce domaine de communication. Puis, je sais pas, j'avais quelque chose en moi, je savais que j'étais bonne en communication, mais je n'étais pas sûre. Puis là, c'est ça, je me suis, comme vous voyez, je suis lancée là-dedans. Beaucoup plus que les arts, mais je trouve que le côté créatif, ça m'a vraiment aidé dans ce que je fais en ce moment. Oui, parce que tu dois arriver à souvent être capable de rapidement, comme tu disais, trouver des options pour une même situation. Il faut être créatif. Tu n'as pas 3 semaines pour y penser, non. Il y a quelque chose. C'est pas quelque chose, je trouve, le côté créatif que tu apprends. C'est soit tu l'as pas. Et puis, pour moi, ça m'aide. Alors, Une autre question, Sébastien? Oui. On va parler un peu plus de Speaker Spotlight. Dans le fond, est-ce qu'il existe des clubs ou des conférenciers qui visent les élèves du secondaire? Ah oui, c'est vrai qu'ils font des conférences pour les jeunes? Oui, on en a beaucoup. On en a beaucoup. Moi, personnellement, je travaille les 15 conférences avec qui je travaille. Il y en a quelques-uns qui donnent des conférences. Justin Kingsley, il donne des conférences, surtout aux universités. Mais il y a des conférenciers comme Adam Van-Coverden, il est un athlète, il se lance en politique, mais lui, il a fait beaucoup de conférences pour les élèves. Beaucoup d'athlètes qui ont gagné des médailles olympiques. Eux, ils donnent beaucoup de conférences aux étudiants. Et puis aussi du monde, Justin Kingsley, c'est un conférencier en publicité. Puis il travaille dans une agence de publicité. Alors, lui aussi, il parle aux élèves, plutôt à l'université, mais de se lancer dans ce domaine-là. Alors oui, ça, il y a des conférenciers qui parlent aux étudiants, puis je peux toujours envoyer une liste si j'avais envie. Quelle est l'expérience que que ça te permet de vivre ou quelque chose que tu pensais jamais ça t'arriverait? Là, tu es dans ta carrière professionnelle t'amène à vivre une expérience ou des expériences exceptionnelles. Dans les dernières années, j'ai voyagé un petit peu avec Margaret Trudeau, puis j'ai assisté à beaucoup d'événements. Puis les gens que j'ai rencontrés, là, je peux pas croire, je me pince là, que j'ai rencontré du monde comme Chelsea Clinton,
la fille de Bill Clinton. Puis, j'ai eu la chance d'avoir une conversation avec elle, mais c'était pas, je veux dire, c'était pas fake, là. C'était vraiment une bonne conversation. On a parlé de politique, on a parlé de famille. Alors, en voyageant avec des gens comme Margaret Trudeau, en assistant à des conférences, j'ai vraiment la chance de rencontrer du monde que j'ai jamais pensé rencontrer. On a rencontré l'actrice Whoopi Goldberg à New York. On a eu une conversation avec elle aussi. C'est pas des réunions très, disons, business, très sérieuses. C'est vraiment des rencontres intimes. Et puis, de rencontrer du monde comme eux. Puis aussi de rencontrer, pas juste des célébrités, rencontrer des chefs de compagnie, des CEO de grosses compagnies pharmaceutiques, des grosses compagnies. Puis c'est du monde, je veux dire, qu'on regarde parfois qui sont intouchables, parce que, tu sais, sont tellement importants. Mais non, sont du monde comme toi et moi. Mais de pouvoir les rencontrer, puis aussi peut-être de leur parler de différentes idées. C'est ça, Margaret et moi, ou avec d'autres conférenciers, parfois, on veut créer comme un partenariat, peut-être avec des idées, on peut dire, bon, ben, on va créer un événement, peut-être, puis on va emmener Margaret Trudeau qui va venir parler de santé mentale à votre événement. Donc, j'ai la chance de négocier un petit peu avec ces chefs d'entreprise. Alors, je trouve, c'est ça, c'est de pouvoir rencontrer du monde que j'aurais jamais pu rencontrer si je n'étais pas à Speaker Spotlight, puis si je voyageais pas ou j'assistais pas à des conférences. Comment tu fais pour ne pas être impressionné? Je pense que ça fait 14 ans qu'on rencontre des Canadiens et Canadiennes qui viennent à notre bureau et qu'on travaille avec. Alors, je pense qu'au début, j'étais un peu gênée. J'ai toujours été quelqu'un de gêné. Mais je pense que c'est d'avoir beaucoup de confiance. Mais je pense que c'est le fait de se lancer dans des situations, dans des réunions, ou dans des situations quand je suis seule, puis il faut que je fonce. J'ai la voix de ma mère, parfois, qui me dit « Mélanie, fonce, vas-y », puis je n'étais pas capable quand j'étais jeune. Mais là, je réalise que c'est pas si épeurant que ça, de rencontrer du monde, puis si on montre genre un peu de confiance, les gens vont nous accueillir à bras ouverts. Et c'est de se lancer là-dedans. Sinon, si on est genre un peu plus timide, mais les gens vont quand même être gentils, mais ils vont peut-être pas savoir comment nous lire, si on est approchable ou non, mais si le fait que je suis avec quelqu'un, une célébrité, ça aide, parce que souvent, ils vont rencontrer la célébrité va m'introduire. Puis ils vont m'introduire, genre, en étant quelqu'un d'aussi important qu'eux. C'est ça qui m'a donné, je pense, beaucoup de confiance. Je ne suis pas juste quelqu'un, une assistante, je ne suis pas juste quelqu'un qui est derrière les murs, derrière l'ordinateur. Je suis quelqu'un d'aussi important qui gère, donc, gère la vie de ces personnes-là. Puis quand j'ai réalisé que, oh, attends une minute, je suis quelqu'un d'important, parce qu'eux, ils disent que je suis importante dans leur vie, puis ils m'introduisent comme quelqu'un d'important aux chefs d'entreprise, à d'autres célébrités. Là, je réalise, oh, j'ai vraiment un impact dans cette vie-ci. Puis je peux vraiment faut que j'utilise mes connexions aussi, pour pouvoir, c'est comme demander des choses, demander genre on ne sait jamais ce qu'on peut demander. Donc, je me dis, si je prends comme un pas à l'arrière, puis je me dis, bon, si je ne faisais pas ce que je fais en ce moment, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai rencontré tellement de gens dans les années que je pourrais demander, je pourrais faire n'importe quoi. Je pourrais me lancer dans quelque chose, je pourrais écrire un livre de recettes. Parce que j'ai rencontré tellement de personnes, différents individus, que je pourrais demander qui pourraient m'aider à créer un livre de recettes. C'est vraiment, c'est fascinant, le networking que je fais et je continue de faire. Alors, j'essaie vraiment de me mettre dans ces situations-là. Si je suis demandée d'être à un événement ou non, je ne suis pas forcée d'être là. Mais je le fais pour le conférencier, puis je le fais pour moi-même. Parce que je ne sais pas qui je vais rencontrer. C'est comme je ne sais pas à l'avance qui va être là. Mais non, c'est ça. Alors, et même les gens que tu rencontres, ce n'est pas nécessairement toujours des personnalités connues. Des fois, c'est quelqu'un qui... c'est ça. C'est ça. J'aime pas juste rencontrer des célébrités, j'aime rencontrer des gens qui font un impact. Souvent, on rencontre aussi des enfants de 10 à 15 ans qui, eux, ils font un gros impact dans leur école, qui font beaucoup de bénévolat. Et puis, Margaret et moi, on a la chance de les rencontrer, puis on est fascinés que les jeunes ont autant un impact qu'une célébrité de 50, 60 ans. Là.
Puis ça, pour moi, ça me fait chaud au cœur d'entendre ça, que les jeunes se lancent aussi là-dedans, qui se mettent dans une situation, bon, on veut changer le monde, on veut, pas juste le monde, on veut changer notre communauté, on veut changer, on veut faire un impact. Puis tu n'as pas besoin de commencer après le secondaire, après l'université, tu peux commencer à l'âge de 8, 9, 10 ans, 15 ans si tu veux, c'est de trouver une passion. Puis moi, ma passion, c'est vraiment de, j'ai réalisé dans mon domaine, la passion que j'ai, c'est d'avoir des relations avec les gens, puis de communiquer, de relier les gens ensemble. Ah, ça, c'est intéressant ton rôle comme ça. Comment tu te prépares quand tu sais que tu vas à un événement, parce que tu parles de l'importance du networking, puis je comprends que le conseil que tu es en train de nous donner, c'est comment c'est important d'entreprendre des conversations avec toutes sortes de monde, peu importe, parce que tu ne sais pas qui peut t'aider à te faire cheminer ou à accomplir un rêve, ou si tu restes dans ton coin, tu n'arrives pas. Et comment tu te prépares à ça, pour que tu ne te sentes pas comme comment je pose la question, qu'est-ce que je pose comme question, c'est quoi le sujet de conversation, comment je fais pour être intéressante, comment tu te prépares à ça? Mais souvent, ce que je fais, en ce moment, j'utilise mon rôle, puis ce que je fais à Speaker Spotlight. Puis qu'est-ce que je fais pour des gens comme Margaret Trudeau, Claire Hughes. J'utilise mon rôle pour commencer la conversation. Puis ensuite, je pose des questions aussi. Parce qu'au début, je leur dis, bon, mais voici mon rôle, voici ce que je fais. Puis là, je leur demande, vous, qu'est-ce que vous faites? Alors, j'ai rencontré à Seattle la semaine dernière une dame, on était genre dans une réception cocktail. J'étais avec Margaret Trudeau, puis on a rencontré plein de monde. Puis on a rencontré une dame. J'ai entendu quelque chose genre comme Starbucks. Puis là, je me suis dit, bon, ben, elle était de loin. Alors, je me demande si c'est quelqu'un d'important, parce qu'à Seattle, il y a le siège de Starbucks. Puis là, tout d'un coup, elle me regarde, puisqu'elle voyait que j'étais avec Margaret, elle dit je m'appelle telle quelle. Puis là, je m'introduis, puis je lui dis dans comme une minute ce que je fais. Puis là, je lui demande, où travaillez-vous? Vous travaillez pour Starbucks? Elle dit, oui, je suis la CMO. Puis alors, elle est comme une chef, elle est une des chefs de l'entreprise de Starbucks. Puis c'est une dame très simple. On a trouvé un lien en commun. Elle m'a dit qu'elle aime sauver des chiens. Okay. Alors, je lui ai dit, ben, je pense peut-être avoir un chien, comme un chien comme un chien que tu peux sauver. Tu veux sauver. Donc, on a parlé pendant 20 minutes des chiens. Mais c'est quelqu'un de super important à Starbucks, qui pourrait être très intimidant. On a trouvé ce lien-là en commun. J'ai posé quelques questions, elle m'a posé quelques questions. Mais c'est de ne pas être trop gêné ou de trouver, si on est gêné, c'est de poser des questions. Si on ne veut pas parler de soi, c'est de poser des questions, comme ça tu laisses les autres parler. Puis là, comme ça, tu peux avoir de l'information. Puis là, si tu trouves un lien en commun, là, tu peux partager un peu de toi. Parce que je sais que c'est pas tout le monde qui peut parler d'eux-mêmes. Oui. Puis souvent, quand tu rencontres des chefs d'entreprise, du monde important, ils adorent parler d'eux-mêmes. Fait que tu peux les aider. Alors, c'est ça, c'est de leur dire, de leur poser des questions, puis d'écouter. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Sébastien? J'en ai encore quelques-unes. Oui. Tout à l'heure, tu parlais d'apprendre avec le temps, qui a beaucoup évolué. En fait, la question, c'est est-ce que parfois tu utilises en fait des trucs, des outils de conférenciers ou d'assistes avec qui tu as travaillé? Donc, je ne sais pas, en motivation, en estime de soi, quelque chose comme ça. Est-ce que tu vas chercher des connaissances, des compétences supplémentaires, puis tu utilises ça dans ton quotidien? J'ai deux exemples. Oui. Un exemple, je travaille avec un coach, John Herdman, qui est le coach de l'équipe masculine de soccer canadienne. Puis lui, c'est un conférencier que j'ai peut-être assisté une vingtaine de ses conférences. Puis il y a pas mal le même message, mais à chaque fois que j'écoute à sa conférence, il me touche. Il me touche comme au cœur, comme je sais pas comment l'expliquer, mais ce que je retiens vraiment, c'est de toujours travailler à 80% plus. Alors, à chaque jour quand on se lève, si on n'est pas à 80% ou plus, il faut se pousser dans ce temps. Sinon, notre emploi va être affecté, notre relation avec notre famille va être affectée. Puis ça me tient toujours à cœur, c'est de penser, bon, mais on va toujours avoir des obstacles, on va toujours avoir des choses
qui ne va pas bien se passer dans notre vie. Mais c'est vraiment premièrement, de s'occuper de soi-même, puis d'être sûr qu'on est dans on dit en anglais, bon health face, de bien, de se lever le matin, puis de faire comme une analyse. Comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Puis pour moi, dans mon domaine, faut que quand je me réveille le matin, il faut vraiment, je me réveille pas toujours là, comme à 80% plus, mais c'est en me préparant, c'est vraiment de penser, bon, ok, je suis peut-être pas de bonne humeur aujourd'hui, mais j'ai affaire avec des personnes, comme j'ai à m'occuper d'eux. Puis il faut vraiment au moins que j'essaie de me mettre dans ce 80% plus. Pour eux. Si c'est pas pour moi-même, c'est pour eux. Parce que sinon, malheureusement, si je suis marabout toute la journée, si je suis mauvaise humeur toute la journée, ça va affecter toute la communication que j'ai avec tout le monde, soit mes collègues, les conférenciers. Donc, ça, c'est un des messages qui m'a toujours tenu à cœur. Puis l'autre, ben, c'est Margaret Trudeau, elle parle de santé mentale. Elle est bipolaire. Puis j'ai vu au moins une cinquantaine de ses conférences. Puis elle a pas mal toujours le même message. Et pour elle, c'est vraiment, on passe à travers. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont malheureusement, qu'on a des problèmes d'anxiété, des problèmes de dépression, des bipolaires. Et puis, soit qu'on connaît quelqu'un. Si ce n'est pas nous qui est affecté, on connaît quelqu'un. Et puis, moi, je suis quelqu'un, je suis très anxieuse. Puis, je suis pas mal anxieuse à chaque jour. Puis, quand j'écoute à son message, elle me réassure que malgré mon anxiété, que je peux bien accomplir. Je peux quand même accomplir ce que je fais à chaque jour. Puis, une des manières de le faire, c'est de bien dormir, de bien manger, puis d'avoir comme une routine assez physique. Et puis, c'est un rappel assez facile, mais ça aide à chaque jour. Parce que si j'ai pas bien dormi, si j'ai pas bien mangé, je suis beaucoup plus anxieuse. Ben, c'est ça, je suis beaucoup plus anxieuse. Si je suis assise toute la journée, je bouge pas. Alors, c'est un rappel, oui, je suis quelqu'un de très anxieuse, puis mon travail est très stressant. Donc, c'est clair que les choses vont être un peu plus débalancées dans ma vie. Puis, elle me rappelle toujours que si je veux être bien balancée, d'avoir une pensée très claire pour pouvoir accomplir ma journée, je me reste toujours un rappel de ces trois choses-là. Ouais. Puis je pense que tout le monde devrait se fier à ça. Ouais, dans la journée. Ouais. D'autres questions? Les questions qui restent en plus, en fait, je pense que tu es tellement intéressé par ton sujet, puis vendu le message. Est-ce qu'il y a des opportunités pour des bénévoles, des stagiaires, des étudiants d'un jour, des choses comme ça, des gens qui seraient intéressés d'aller expérimenter ou juste vous accompagner une journée? Dans ton nom. Exactement. J'aimerais tellement ça. Oui, si j'ai un événement à Toronto, j'aimerais vraiment pouvoir emmener comme un ou deux élèves. Là, ça serait super. J'assiste à beaucoup d'événements à Toronto. Alors, si les élèves sont à Toronto, ça serait plus facile, bien sûr. Mais ça serait bien. Je veux dire, à mon bureau, on a déjà eu des bénévoles, mais je trouve ce qui serait beaucoup plus engageant, là, ça serait de venir avec moi assister à un événement, voir comment ça fonctionne du début à la fin. Puis aussi d'assister à cette conférence. Parce que je trouve le travail qu'on fait au bureau, c'est, je veux dire, on est beaucoup de travail à l'ordinateur, des appels. Alors, pas que c'est plate, mais c'est juste pour quelqu'un de faire du bénévolat. Je veux dire, t'apprends, mais t'apprends beaucoup plus quand tu es là en personne à un événement. Puis que tu assistes aux communications que moi j'ai avec le client, avec le conférencier, et puis d'écouter à cette conférence-là. Puis la plupart des conférences, 89,9% des conférences sont super. Il y en a toujours une ou deux peut-être qui sont un peu moins. Mais bon. Alors oui, on serait prête, c'est ça, si jamais, ça ferait plaisir d'emmener un ou deux élèves à un événement à Toronto dans la prochaine année. Là, j'aimerais bien ça. Bon, l'invitation est là. L'invitation est là. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions, Sébastien? Un peu dans la même idée. Acceptez-vous des stagiaires en éducation coopérative? Oh, comme un stagiaire coop. Oui. Ouais. Ça, c'est une question, je pense, pour mon président. Oui, c'est ça. Je peux vraiment répondre à ça, malheureusement. J'aimerais bien dire oui. Mais on peut peut-être vous revenir là-dessus. C'est bon? Oui, c'est bon. On est rendu à combien de temps?
40 minutes. C'est vrai? Ouais. Mon Dieu, Mélanie, ça a passé vite! Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Écoute, une dernière question. Oui. Mais il y en a peut-être deux, parce qu'il y a toujours deux questions à ma dernière question. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Alors, si quelqu'un est assis, un élève secondaire sont assis en train de te regarder là, en ce moment, quel serait le conseil que tu lui donnerais là, pour bien choisir, ou pour bien vivre, ou pour soit se retrouver dans ce que tu... Attends, je vais refaire. Si tu avais à donner un conseil à la Mélanie de 16 ans ou 17 ans, quel est le conseil que tu lui donnerais là? Une très bonne question. Vu que je trouve que je suis plus... pas que je suis plus la même personne que j'étais à l'âge de 16 ans, mais j'étais beaucoup plus gênée. J'étais moins sûre de moi-même. Puis, alors, je dirais à Mélanie de 16 ans de persévérer, de poser beaucoup de questions, de se lancer dans n'importe quel avantage de networking, des job fairs, des choses comme ça, de rencontrer du nouveau monde, de poser des questions aux enseignants à l'école, si dans la communauté, ça ne savent pas trop qu'est-ce qui se passe. Puis aussi, on a l'Internet, il y a tellement de choses qu'on peut apprendre à l'Internet. Moi, quand j'avais 16 ans, oui, l'Internet existait, mais pas aussi bien qu'en ce moment. Les ressources à l'Internet, genre de quel collège, quelle université, quels programmes sont disponibles. Je trouve en ce moment quelqu'un de créatif. Moi, j'adore les programmes qui sont plus, disons, hands-on, qui sont où tu peux vraiment te lancer, de faire des programmes de coop où tu es vraiment là dans ce domaine et non d'être dans une classe. Et je veux dire, t'apprends en passant là-dedans. Le bénévolat aussi, j'en ai pas beaucoup fait au secondaire. Je recommande le bénévolat, c'est super important. J'aurais vraiment aimé le faire à l'âge de 16 ans. Mais malheureusement, c'était moins disponible. Ça m'a beaucoup aidé. Même à l'université, j'ai fait du bénévolat dans des agences de modeling, de modèles. J'ai fait du bénévolat dans des compagnies de magazines. Comme ça, au moins, ça m'a donné un goût qu'est-ce que je voulais faire après l'université. Alors, c'est vraiment puis moi, je serais prête si jamais il y en a qui veulent me contacter. J'ai beaucoup de connexions dans le domaine à Toronto, là, dans le domaine de communication, que ce soit en télévision, en marketing, agence de publicité ou quoi. Puis, je serais prête à vous aider. Parce que je trouve que les gens que j'ai rencontrés, peut-être pas au secondaire, mais à l'université, tous les adultes que j'ai rencontrés étaient prêts à m'aider. Quand je leur ai dit « Ah, ben j'étudie tel domaine » ou « Je suis peut-être intéressée à telle chose », tout de suite, les adultes que j'ai rencontrés, ils m'ont dit « Je connais quelqu'un, je vais vous contacter, puis je vais vous mettre ensemble. » Ouais. Alors, ma dernière question. Mélanie, si tu étais conférencière, toi, ce serait quoi la conférence que tu ferais? Quel serait un sujet de conférence que tu aimerais faire? Oh, ça, c'est une question très difficile. Mais j'y ai déjà pensé. Je pense que ça serait... Je pense que je raconterais plutôt des histoires. Au lieu d'avoir une conférence qui est plus motivante, ce serait plutôt... J'ai tellement d'histoires à raconter. J'ai rencontré tellement de monde, que ce soit des expériences positives ou négatives. Puis, ce serait vraiment comme du storytelling. Ce serait vraiment une conférence. C'est ça, je raconterais des histoires à l'histoire, je pense. En ce moment. Peut-être dans quelques années, je vais changer d'idée. On s'inscrirait à cette conférence. Ouais. Moi, je m'inscrirais à cette conférence pour entendre toutes tes histoires. Alors, je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Merci à tout le monde d'avoir été branchés au projet Parcours et Détours qui s'inscrit dans la politique Tracer son itinéraire avec le ministère de l'Éducation et une collaboration avec la Cité. Et on va se revoir bientôt. D'autres webinaires sont à venir. D'ailleurs, demain, le webinaire est avec Nathalie Quirillon-Dussault, qui est sage-femme à Thunder Bay. Alors, d'ici ce temps-là, ciao tout le monde. Merci.